Imaginez un couple, 2 salaires, des aspirations. Après 5 années d'économie, de renoncement et de sacrifices, ils avancent. Ils signent chez le notaire. Ils acquièrent leur appartement. Tout le monde les félicite. La famille exprime sa fierté. Les amis sont ravis. C'est considéré comme la grande étape de l'âge adulte. Pourtant, 25 ans plus tard, ce couple possède moins de patrimoine qu'un autre couple qui a opté pour une autre voie. Ce dernier a choisi de rester locataire et d'investir. Comment est-ce possible? Pourquoi la décision jugée responsable par la société peut-elle être la moins lucrative? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Attention, ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question des idées ancrées depuis longtemps. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi tant de personnes pensent que l'immobilier est systématiquement le meilleur choix financier. Le coût réel caché d'un emprunt de 25 ou 30 ans, les chiffres risquent de vous étonner. Le coût d'opportunité, cet argent non investi pendant le remboursement de votre emprunt. Ce qu'un investissement passif en ETF pourrait rapporter pendant la même période avec des chiffres clairs. Les disparités concernant la liquidité, la flexibilité et le risque. Pourquoi certains marchés immobiliers stagnent depuis longtemps? Et comment l'inflation ainsi que les taux d'intérêt modifient totalement les perspectives. Avant de débuter, une petite demande. Abonnez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous visionnent mes vidéos sans s'abonner. Pourtant, l'abonnement ne coûte rien, 0 €, 0 centimes, et aide énormément la chaîne. Si ce contenu vous semble utile, cliquez sur la petite cloche. Ça prend 2 secondes. Un grand merci. Commençons. Partie 1. Pourquoi l'achat est-il vu comme la meilleure option? Posons une question simple. Pourquoi acheter est-il perçu comme le choix idéal? Premièrement, il y a des habitudes culturelles. En France, en Europe du Sud, en Belgique, l'immobilier est sacré. La pierre ne ment pas. On entend cela depuis notre enfance. Nos parents et grands-parents ont tous fait ce choix. C'est ancré dans nos coutumes. Deuxièmement, il existe une logique séduisante. En louant, vous gaspillez votre argent. L'idée était que dès le loyer ne constitue rien de tangible, alors qu'un emprunt peut aboutir à la propriété. Troisièmement, l'effet de l'inflation est souvent avancé. L'immobilier est censé apprécier avec le temps, offrant ainsi une protection contre la dévaluation de la monnaie. Ces 3 arguments sont convaincants. Ils contiennent une part de véracité. Cependant, ils sont incomplets. Cette lacune coûte beaucoup d'argent à des millions de ménages. Partie 2, le coût réel d'un emprunt de 30 ans. Illustrons cela par un exemple concret et simple pour tous. Vous achetez un appartement coûtant 250 000 €. Avec 50 000 € d'apport, vous empruntez donc 200 000 € sur 25 ans, à un taux de 3,5%, ce qui est assez courant en 2026. Votre mensualité est d'environ 1 000 € par mois. Cela semble raisonnable. Mais voici ce que la majorité des gens ne prennent pas en compte. Le coût total des intérêts sur 25 ans est d'environ 100 000 €. Vous avez emprunté 200 000 € mais en remboursé 300 000. Ajoutez les frais de notaire, environ 15 000 à 20 000 €. Ajoutez la taxe foncière qui est de 1 500 à 2 000 € par an, soit 40 000 à 50 000 € sur 25 ans. Ajoutez les charges de copropriété si vous êtes en appartement, cela représente 150 à 300 € par mois. C'est 45 000 à 90 000 € sur 21 ans. Ajoutez les travaux inévitables, cuisine, salle de bain, chauffe-eau, yamajambo. Comptez facilement 20 000 à 40 000 € sur cette période. Ajoutez l'assurance habitation et l'assurance emprunteur, souvent entre 0,3 et 0,5% du capital, environ 15 000 € sur la durée. Faites le total. Au final, un bien acheté 250 000 € vous coûtera entre 430 000 et 500 000 €. Si vous le revendez 320 000 €, ce qui paraît être une belle plus-value de 70 000 €, vous perdrez en réalité de l'argent, de manière discrète. Sur 25 ans. La décision la plus populaire est-elle également la moins rentable? Partie 3. Le coût d'opportunité, l'argent incertain. Passons maintenant au concept souvent sous-estimé dans la finance personnelle. Le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité représente ce que vous renoncez à gagner en choisissant une option au lieu d'une autre. Reprenons notre exemple. Vous investissez 50 000 € d'apport et payez 1 000 € par mois pendant 25 ans.
Imaginez maintenant une autre option. Restez locataire. Vous déboursez 705 € de loyer. Vous investissez chaque mois la différence, 250 €, et vos 50 000 € de départ dans un ETF lié au MSCI World ou au S&P 500. Quelle est la performance historique de ces indices? En moyenne, entre 8 et 10% par an sur les 30 dernières années. Pour rester prudent, utilisons 7%. Résultat, vos 50 000 € placés à 7% durant 25 ans deviennent 271 000 €. Et vos 250 € mensuels investis pendant 25 ans à 7% deviennent 202 000 €. Total, environ 473 000 €. Sans rien faire d'autre si ce n'est investir régulièrement et passivement. Comparez maintenant, d'un côté, un appartement coûtant réellement 460 000 €, revendu 320 000 €. De l'autre, un portefeuille de 473 000 €, liquide, accessible, diversifié. Qui est le gagnant? Bien sûr, il s'agit d'une simulation. Les loyers augmentent, les rendements varient. Mais le concept est solide. Partie 4. Liquidité, flexibilité et risque. À part les chiffres, il existe 3 distinctions majeures souvent sous-évaluées. La liquidité. Si vous avez besoin de 50 000 € en urgence demain, pour des frais médicaux, des opportunités d'affaires ou un divorce, que faire avec votre appartement? Vous ne pouvez pas vendre une seule pièce. Vous ne pouvez pas libérer une partie de votre bien. C'est tout ou rien, tandis qu'avec un portefeuille ETF, vous pouvez retirer ce qu'il vous faut en 48 heures. La flexibilité. Nous vivons dans un monde en rapide évolution. Les emplois changent. Les villes évoluent. Une opportunité peut vous emmener à Lyon, à Dubaï ou à Lisbonne. Un propriétaire endetté se retrouve souvent piégé dans sa propriété. Un locataire investisseur a la liberté de partir dans 3 mois. Le risque de concentration. En achetant un bien immobilier, vous placez souvent 80 à 90, voire 100% de votre patrimoine dans un unique actif, dans une seule ville, dans un seul quartier. Si ce secteur se dégrade ou si votre ville perd des emplois, vous pouvez tout perdre. En revanche, un ETF MSCI World représente 1500 et c'est ça, entreprises dans 23 pays différents, garantissant ainsi la diversification ultime. Partie 5. Quand l'immobilier ne croit pas, exemple, Dio. Mondiaux ou ce mot mondiaux, beaucoup croient que l'immobilier est toujours en hausse. Ce n'est pas le cas partout. Au Japon, à Tokyo, en 2024, les prix de l'immobilier demeurent inférieurs à leur sommet de 1991. Oui, cela fait 33 ans. Certains ont acheté au sommet et n'ont jamais récupéré leur investissement. En Allemagne, jusqu'aux années 2010, les prix immobiliers sont restés stagnants en valeur réelle. L'Allemagne est la plus grande économie d'Europe. Historiquement, les Allemands sont des locataires. Est-ce une coïncidence? En Espagne, suite à la crise de 2008, des millions de propriétaires ont vu leurs biens perdre 30 à 50% de leur valeur, tout en ayant des crédits à rembourser. Cela s'appelle être sous l'oyo, devoir plus à la banque que la valeur de votre bien. L'immobilier peut augmenter. Cependant, il peut également stagner ou diminuer. Contrairement au marché boursier, une baisse immobilière peut prendre des décennies à se corriger. Partie 6. Inflation et taux, les règles évoluent. Pendant longtemps, les taux d'intérêt étaient très bas. Emprunter coûtait presque rien. Cela a artificiellement boosté le marché immobilier. Cependant, depuis 2022, tout a changé. Les taux sont montés à 3,5%, 4%, voire plus. Le résultat, pour le même bien, votre mensualité a grimpé de 30 à 40%. Et le nombre d'acheteurs potentiels a chuté, affectant les prix. L'inflation joue un double rôle. Elle réduit la valeur réelle de votre dette, un avantage pour l'emprunteur. Mais elle augmente également le coût des matériaux, des travaux et des artisans, rendant l'entretien de la propriété plus onéreux. Surtout, l'inflation pousse les rendements des ETF à la hausse sur le long terme, car les entreprises répercutent les hausses de prix dans leurs bénéfices. Lors d'une période de taux élevés, l'immobilier devient moins attrayant. En période de taux bas, il l'est davantage. Il n'existe pas de réponse universelle. Il est nécessaire d'examiner les conditions au moment de la décision. Conclusion nuancée. Quelle est la conclusion? L'immobilier peut représenter un bon investissement. Mais cela dépend des circonstances.
Il est pertinent si vous achetez dans un endroit avec une forte demande locative et une dynamique économique. Si vous obtenez un prix inférieur au marché. Si vous êtes prêt à investir à long terme, au moins 15 ans. Si votre situation personnelle est stable. Si les taux d'intérêt sont raisonnables et votre capacité d'endettement solide. Il est risqué si vous achetez à un prix excessif. Si votre emploi ou votre vie personnelle est instable. Si vous n'avez pas d'économie. Si vous ne pouvez pas gérer les coûts cachés. Et surtout, retenez bien cela, la résidence principale n'est pas un investissement au sens financier, c'est un actif que vous consommez. Cela vous coûte de l'argent chaque mois. Cela vous apporte confort, stabilité et ancrage. Ces valeurs sont réelles, mais elles ne doivent pas être confondues avec la rentabilité financière. La réelle question n'est pas acheter ou louer, mais bien comment optimiser ma situation en fonction de mes objectifs, de mon horizon de temps et de ma tolérance au risque. Et cette question, seulement vous pouvez y répondre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui envisage cette décision. Cela pourrait leur être d'une aide précieuse. Aimez la vidéo, cela ne prend qu'une seconde et contribue réellement à l'expansion de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Vous serez notifié en premier des prochaines vidéos concernant la liberté financière, les ETF, l'investissement passif et bien plus encore. À très bientôt.